Bienvenue. Qui n'a jamais regardé une photo en se disant qu'elle ne rendait pas justice à la réalité? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment la science est capable de transformer des images floues, granuleuses, presque illisibles, en informations d'une clarté incroyable. Préparez-vous à un voyage qui va du chaos à la connaissance. Alors, pourquoi nos photos ne sont-elles pas toujours impeccables? On a tendance à penser que c'est la faute de l'appareil ou peut-être de la lumière, mais la vérité, c'est que chaque image numérique est en fait une sorte de bataille contre un ennemi invisible, le bruit. On connaît tous cet effet, hein? Une image qui semble recouverte d'une fine pellicule de sable. C'est ça, le grain. Et ce n'est pas un filtre artistique qu'on a ajouté, non. C'est une forme de corruption qui s'est invitée dans l'image au moment même de sa création. Ou alors, il y a cet autre souci. L'image est toute plate, elle manque de vie. Les couleurs sont un peu ternes, les détails semblent noyés dans une espèce de brouillard. C'est ce qu'on appelle un manque de contraste. En fait, ces deux problèmes ont la même origine. On les appelle des bruits, des parasites qui viennent se superposer à l'information pure de l'image. C'est un peu comme essayer d'écouter sa chanson préférée avec un grésillement constant en arrière-plan. L'image qu'on voit, ce n'est pas la scène originale, c'est la scène originale plus tout ce bruit. Bon, mais d'où vient-il, ce fameux bruit? Pour le comprendre, il faut suivre le parcours de la lumière, depuis le moment où elle entre dans l'objectif jusqu'à ce qu'elle devienne un fichier sur un ordinateur. Voici donc le voyage d'une image. Tout commence avec la lumière, des particules qu'on appelle photons, qui viennent frapper un capteur. Ce capteur les transforme en un tout petit signal électrique. Ce signal, il est ensuite amplifié pour qu'on puisse le lire, puis il est numérisé. Le point crucial à comprendre, c'est que tout ce processus est incroyablement délicat. À chaque étape, des erreurs peuvent se glisser, un peu comme des fautes de frappe quand on écrit un long texte. Et ces fautes de frappe, elles ont toutes des noms scientifiques. Par exemple, le bruit de grenaille vient de la nature même de la lumière qui n'arrive pas de façon parfaitement régulière. Le bruit thermique, lui, est causé tout simplement par la chaleur du capteur qui fait s'agiter les électrons et met le bazar. Chaque type de bruit est un défi bien particulier pour les ingénieurs. Heureusement, on n'est pas démunis face à ce chaos. Les scientifiques ont développé un véritable arsenal d'outils numériques pour nettoyer ces images. C'est un peu comme des restaurateurs d'art qui redonneraient vie à un tableau ancien. Le premier outil de cette boîte, c'est l'histogramme. Il faut l'imaginer comme un graphique qui fait le recensement des pixels de l'image. Il nous dit exactement combien de pixels sont très sombres, combien sont très clairs et toutes les nuances entre les deux. En gros, c'est la carte d'identité de la luminosité de notre photo. Et c'est là que ça devient puissant, c'est qu'on peut modifier cette carte. Si une image est terne, c'est souvent parce que tous ces pixels sont tassés au milieu du graphique. En étirant cet histogramme pour qu'il occupe toute la plage disponible, du noir le plus profond au blanc le plus pur, on redonne du punch, du contraste, et comme par magie, on fait réapparaître des détails qui étaient devenus invisibles. Ensuite, il y a les filtres. Les filtres linéaires, on peut les voir comme un léger flou qui adoucit. Ils sont parfaits pour lisser un bruit assez général, mais le risque, c'est de rendre les détails un peu moins nets. Les filtres non linéaires, eux, sont plus malins. Le filtre médian, par exemple, regarde un pixel et ses voisins et choisit la valeur la plus logique au milieu de tout ça. C'est incroyablement efficace contre le fameux bruit sel et poivre. Vous savez, ces points noirs et blancs qui apparaissent au hasard, et ça a l'avantage de préserver la netteté des contours. Bref, choisir le bon filtre, c'est comme choisir le bon outil pour une réparation de précision. Mais maintenant, allons un cran plus loin. Et si l'objectif n'était pas juste d'avoir une plus belle image, mais de s'en servir pour faire une véritable découverte scientifique? C'est là que la théorie rejoint la pratique. On oublie les photos de vacances et on va voir comment ces outils sont utilisés pour répondre à une question super importante en neurosciences. Quel est l'impact réel de ce qu'on mange sur notre cerveau? Des chercheurs ont fait une découverte assez surprenante. Un régime riche en graisse semble provoquer une sorte de réaction inflammatoire dans le cerveau, via des cellules qu'on appelle les cellules gliales. Et le plus fou, c'est que cette réaction se produit avant même que les signes d'obésité n'apparaissent. Ils ont donc voulu comprendre ce qui se passait vraiment. Pour ça, leur travail, c'est d'analyser des milliers d'images de ces cellules, prises au microscope. Mais voilà le problème. À cette échelle, une image brute, c'est un vrai sac de nœuds. C'est très difficile de distinguer précisément où une cellule commence et où elle finit, à cause de tout ce bruit de fond qui est inévitable avec cette technique. La grande question est donc, comment est-ce qu'on transforme ce chaos visuel en données scientifiques fiables? Comment mesurer de façon objective des changements dans ces cellules? C'est là que notre boîte à outils numérique va enfin montrer tout son potentiel. Allez, on regarde ça ensemble, étape par étape. Comment on passe de quelques pixels un peu brouillons à une véritable découverte scientifique?
Voici notre point de départ. C'est une image composite qui superpose les parties les plus brillantes de la cellule pour qu'on ait une vue d'ensemble. On devine bien sa forme, ses prolongements, mais l'ensemble est un peu noyé dans un fond granuleux. Première étape, on n'utilise pas n'importe quel filtre. On en prend un qui est hyper spécialisé, le filtre de Frangi. Il est programmé pour ne chercher qu'une seule chose, les formes qui ressemblent à des tubes ou des vaisseaux. C'est comme lui mettre des lunettes qui ne voient que les branches de la cellule. Et regardez le résultat, c'est immédiat, la structure de la cellule se détache nettement du bruit. L'étape d'après, elle est radicale, c'est la binarisation. Là, l'ordinateur prend une décision pour chaque pixel. Soit tu fais partie de la cellule, soit tu n'en fais pas partie, il n'y a pas d'entre-deux. Tout ce qui est cellule devient blanc, tout le reste devient noir. On obtient une silhouette parfaite, sans aucune ambiguïté. Et pour finir, la touche finale, la squelettisation. À partir de la silhouette, l'algorithme va ne garder que l'essentiel. Il trace une ligne au centre de chaque branche. On obtient le squelette parfait de la cellule, une sorte de plan de métro de sa structure. Et c'est là que la magie opère. À partir de ce squelette, l'ordinateur n'a plus à voir. Il peut mesurer. Il calcule avec une précision absolue la taille du corps de la cellule, la longueur totale de tous ses bras, le nombre de ses ramifications. Une simple observation visuelle est devenue un tableau Excel rempli de données objectives. Et c'est ça, la véritable avancée. On est passé d'une impression subjective du genre « Tiens, cette cellule a l'air un peu différente » à une donnée chiffrée, indiscutable. C'est ça qui permet aux scientifiques de comparer des milliers de cellules et de prouver l'impact réel d'un régime alimentaire sur la santé de notre cerveau. Ça laisse songeur, non? Si un algorithme peut lire avec une telle précision les secrets d'une seule et unique cellule, on peut se demander quelles autres vérités, aujourd'hui invisibles à nos yeux, attendent simplement qu'on développe les bons outils pour être enfin révélées.